Le 18 février 2019, une adolescente de 15 ans disparaît sans laisser de traces du domicile de sa propre sœur en plein cœur de Berlin. Son dernier message, une photo sur Snapchat portant un sweatshirt BTS. Quelques heures plus tard, Rebecca Rush s'évapore dans le néant. Pas de corps, pas d'indices concrets, seulement des zones d'ombre, des mensonges et un beau-frère dont les déplacements mystérieux vers la Pologne obsèdent les enquêteurs. Était-elle victime d'un crime au sein même de sa famille? A-t-elle fui volontairement? Ou s'agit-il d'un enlèvement orchestré par un inconnu? 6 ans plus tard, l'affaire Rebecca Rush reste l'une des énigmes les plus troublantes d'Allemagne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres de cette enquête où chaque détail compte, où chaque témoignage cache peut-être la clé du mystère. Bienvenue dans l'affaire Rebecca Rush. Rebecca Rush naît le 21 septembre 2003 à Berlin, au sein d'une famille apparemment soudée. Ses parents, Bernd et Brigitte, élèvent 3 filles, Jessica et Viviane, les aînées, et Rebecca, la benjamine. Dès son plus jeune âge, Rebecca se distingue par sa joie de vivre et son charisme naturel. Sur les réseaux sociaux, elle rassemble près de 30 000 abonnés, partageant sa passion pour la K-pop, notamment le groupe BTS, et affichant un univers coloré et optimiste. En ce début d'année 2019, Rebecca est en classe de seconde à l'école Walter Gropius, où elle vient d'être transférée. Si ses parents la décrivent comme une jeune fille sociable et épanouie, certains de ses amis rapportent des signes de déprime et d'anxiété. Rien de grave apparemment, mais suffisamment pour qu'on se souvienne après coup que tout n'était peut-être pas aussi rose qu'il n'y paraissait. Ces contradictions dans les témoignages créeront plus tard des zones d'ombre sur son état d'esprit réel. Rebecca est particulièrement proche de sa sœur Jessica, de 10 ans son aînée. Jessica est mariée à Florian Haert, un homme discret dont on sait peu de choses à ce stade. Le couple a une petite fille et Rebecca adore passer du temps avec eux. Elle dort régulièrement chez sa sœur, profitant de ces moments de complicité familiale. C'est d'ailleurs dans ce cocon familier que tout va basculer. Le dimanche 17 février 2019, Rebecca arrive chez Jessica pour y passer la nuit. Rien ne laisse présager le drame. Elle envoie un selfie à sa sœur Viviane vers 20 h. Sur la photo, elle sourit. Tout semble normal. Pendant ce temps, Florian sort pour une fête d'entreprise. Jessica reste à la maison avec sa fille et Rebecca. La soirée se déroule sans incident apparent. C'est une nuit comme les autres, ou du moins, c'est ce que tout le monde croit. Le lendemain matin, lundi 18 février, la routine s'enclenche. Florian rentre de sa soirée aux alentours de 5h45 du matin. Selon ses déclarations, il se change rapidement et va directement se coucher, épuisé. Peu avant 7 h, Jessica quitte l'appartement pour déposer sa fille à la crèche avant de se rendre au travail. Elle laisse derrière elle Rebecca et Florian, tous deux supposés dormir. C'est la dernière fois que quelqu'un de la famille voit Rebecca. Entre 7 h et 7h46, Rebecca envoie une photo sur Snapchat à une amie. On la voit portant son fameux sweatshirt BTS. Ce message sera le dernier signe de vie numérique confirmé de l'adolescente. À 8h25, Brigitte, sa mère, tente de la joindre par téléphone. L'appel tombe directement sur la messagerie vocale. Personne ne s'inquiète vraiment à ce moment-là. On imagine qu'elle est en route pour l'école ou que son téléphone est éteint. Mais vers 9h40, l'école signale l'absence de Rebecca. Elle n'est jamais arrivée en cours. C'est inhabituel pour elle, qui est généralement ponctuelle. Brigitte commence à s'inquiéter et multiplie les appels et messages. Aucune réponse. Elle contacte Jessica, qui elle-même essaie de joindre Rebecca sans succès. L'angoisse monte progressivement. Où peut-elle être? Que s'est-il passé entre le moment où elle a envoyé ce Snapchat et celui où elle aurait dû être en classe? La famille se mobilise immédiatement. Ils fouillant les lieux habituels, appellent les amis, vérifient les réseaux sociaux. Rien. Aucune trace. Étrangement, la police n'est contactée que le lendemain, le 19 février. Ce délai interrogera plus tard les enquêteurs. Pourquoi avoir attendu? La famille expliquera qu'elle espérait que Rebecca réapparaisse d'elle-même, pensant peut-être à une fugue ou à un moment de rébellion adolescente. Mais au fond d'eux, un doute terrible commence à germer. Le 21 février, le désapparecimento est officiellement déclaré. La police dresse la liste des effets personnels que Rebecca aurait emportés. Un sac à dos Vans, une veste rose, son téléphone portable, une couverture violette, un appareil photo et son précieux sweatshirt BTS. Ces objets n'ont jamais été retrouvés. Dès lors, l'enquête prend une tournure officielle, médiatique, et très vite,
Elle se concentrera sur un suspect improbable, Florian Aert, le beau-frère de Rebecca, dernier adulte à l'avoir vue vivante. Dès les premiers jours de l'enquête, Florian Aert attire l'attention des policiers. Non pas parce qu'il se comporte de manière suspecte, mais simplement parce qu'il était présent dans l'appartement au moment critique. En matière d'enquête criminelle, le principe de proximité est fondamental. On commence toujours par interroger les dernières personnes à avoir vu la victime. Et dans ce cas, Florian est en première ligne. Le 28 février 2019, 10 jours après la disparition, Florian est convoqué pour un interrogatoire formel. Il raconte sa version des faits. Il est rentré de la fête d'entreprise vers 5h45, s'est changé et est allé dormir. Il affirme ne pas avoir vu ni parlé à Rebecca ce matin-là. Selon lui, elle dormait encore quand il est rentré, et il ne s'est aperçu de rien d'anormal. Un récit cohérent en apparence, mais qui va rapidement se fissurer. Les enquêteurs épluchent les données téléphoniques de Florian. Surprise, son téléphone a été actif pendant plusieurs heures après son retour à la maison, alors qu'il prétend avoir dormi. Les relevés montrent des connexions Internet, des consultations de sites pour adultes et diverses activités en ligne. Ce mensonge, même partiel, suffit à faire de lui un suspect crédible. Pourquoi mentir sur un détail aussi vérifiable? Que cache-t-il vraiment? Le 4 mars 2019, Florian est arrêté. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans les médias allemands. Comment le mari de la sœur adorée peut-il être soupçonné d'avoir fait du mal à Rebecca? La famille Reusch est sous le choc, partagée entre le soutien à Jessica et la pression de l'enquête. Mais faute de preuves matérielles suffisantes, Florian est libéré dès le 11 mars. Il sera arrêté à nouveau le 21 mars, puis relâché une seconde fois le lendemain. Sans corps, sans aveu, sans témoin direct, impossible de l'inculper formellement. Cependant, les policiers ne lâchent pas l'affaire. Ils découvrent un élément troublant. Les caméras de péage de l'autoroute A12, qui relie Berlin à la frontière polonaise, ont enregistré le passage de la voiture de Florian à 2 reprises, le 18 février dans la matinée, puis de nouveau le 19 février. Pourquoi ce trajet? Florian explique qu'il devait se rendre en Pologne pour des raisons personnelles, vagues, évasif. Il refuse d'en dire plus. Son beau-père Bernd Reusch prendra sa défense publiquement, affirmant connaître la raison de ses déplacements sans pouvoir la révéler. Cette omerta familiale ajoute au mystère. Qu'est-ce qui justifie un tel silence? Finalement, des fuites dans la presse révèlent que Florian était impliqué dans le trafic de drogue et qu'il se rendait en Pologne pour une livraison. Cette information change la donne. Florian n'est pas un citoyen modèle, mais cela fait-il de lui un meurtrier pour autant? La police pense que oui. Selon leur théorie, Florian aurait agressé Rebecca après le départ de Jessica, caché son corps dans la voiture et l'aurait transporté jusqu'en Pologne pour s'en débarrasser. Pour étayer cette hypothèse, les enquêteurs inspectent minutieusement le véhicule de Florian, une Renault Twingo rouge. À l'intérieur, ils découvrent des cheveux appartenant à Rebecca, ainsi que des fibres textiles correspondant à sa couverture violette. Pour la police, c'est une preuve accablante. Mais la défense rétorque, Rebecca utilisait régulièrement cette voiture. Il est parfaitement normal que ses cheveux et effets personnels s'y trouvent. L'argument est recevable et sème le doute. Les fouilles se multiplient. La police passe au peigne fin l'appartement de Jessica et Florian, fouille le coffre, inspecte les environs. Des chiens renifleurs sont déployés, des hélicoptères survolent les forêts le long de l'A12. Malgré tous ces efforts, aucun corps n'est retrouvé. Les autorités polonaises sont sollicitées pour mener des recherches de leur côté de la frontière, mais là encore, rien. Rebecca semble avoir disparu sans laisser de traces matérielles. En 2020, la justice allemande demande à Google de fournir les données de géolocalisation des téléphones présents dans la zone au moment de la disparition. L'objectif est de reconstituer les déplacements et de croiser les informations. Malheureusement, cette piste ne donne rien de concluant. Aucun élément nouveau ne vient étayer l'accusation contre Florian. L'enquête piétine, mais le nom de Florian reste associé au dossier. En avril 2023, soit 4 ans après les faits, la police retourne au domicile de Florian pour effectuer des tests acoustiques et rechercher d'éventuels instruments de suffocation. Cette démarche témoigne de la détermination des enquêteurs, mais aussi de leur impasse. Ils cherchent encore, espérant trouver l'indice qui changera tout. Une fois de plus, les résultats sont négatifs. Florian Aert demeure un suspect non inculpé, un homme libre, mais marqué à jamais par les soupçons. Et Rebecca, elle, reste introuvable. Face à l'absence de preuves formelles contre Florian Aert, l'enquête explore d'autres pistes. Parmi elles, celle d'un mystérieux adolescent surnommé Max,
âgé de 15 ans au moment des faits. Selon la famille Rauch, Rebecca et Max se connaissaient via Internet et entretenaient une relation virtuelle régulière. Les enquêteurs prennent cette information au sérieux et tentent de localiser ce jeune homme. Mais en creusant, la police découvre que la réalité est bien différente de ce que pensait la famille. Rebecca et Max ne s'étaient en fait pas parlé depuis plus de 6 mois. Leur relation, si elle avait existé, était déjà terminée bien avant la disparition. Étrangement, Max supprime tous ses comptes sur les réseaux sociaux juste après l'annonce de la disparition de Rebecca. Ce comportement attire immédiatement les soupçons. Des journalistes parviennent finalement à retrouver Max. Interrogé, le jeune homme explique qu'il a effacé ses profils par peur d'être mêlé à l'affaire et harcelé en ligne. Après vérification de son emploi du temps et de ses communications, la police le disculpe formellement. Max n'a rien à voir avec la disparition de Rebecca. Cette piste, bien que prometteuse au départ, mène donc à une impasse. Un autre nom émerge, Lucas, un camarade de classe de Rebecca. Quelques jours avant sa disparition, les deux adolescents auraient eu une violente dispute. Rien de très inhabituel dans le monde des lycéens, mais dans le contexte d'une enquête criminelle, chaque conflit devient suspect. Lucas est convoqué et interrogé. Son alibi est solide. Il était présent en cours le matin du 18 février, au moment précis où Rebecca a disparu. Impossible qu'il soit impliqué. Lui aussi est rapidement écarté. Au fil des semaines, des dizaines de témoignages affluent. Plusieurs personnes affirment avoir vu Rebecca dans des bus, des stations de métro, des cafés de Berlin. Chaque signalement est vérifié, mais aucun ne se révèle fiable. Soit les témoins se trompent de personne, soit les heures ne concordent pas, soit les descriptions ne correspondent pas. Ces fausses pistes épuisent les ressources policières et alimentent la frustration de la famille. Internet s'empare de l'affaire et les théories les plus folles commencent à circuler. Certains internautes suggèrent que Rebecca aurait fugué pour se rendre en Corée du Sud afin de rencontrer le groupe BTS dont elle était fan. L'idée paraît absurde. Comment une adolescente de 15 ans, sans argent ni passeport valide, pourrait-elle organiser un tel voyage en secret? Pourtant, cette théorie trouve des adeptes, nourris par le romantisme naïf des réseaux sociaux. D'autres évoquent la possibilité d'un réseau de traite des êtres humains. Berlin, grande ville cosmopolite, est parfois considérée comme un point de passage pour des trafics en tout genre. Certains spéculent que Rebecca aurait pu être enlevée par des criminels organisés et vendue à l'étranger. Bien que terrifiante, cette hypothèse reste purement spéculative et ne repose sur aucun élément concret. La police ne trouve aucune trace d'activité liée à des réseaux criminels dans l'entourage de Rebecca. Un détail troublant ressurgit régulièrement dans les discussions en ligne, le cobertor Roxo, cette couverture violette que Rebecca aurait emportée avec elle. Pourquoi prendre une couverture pour aller à l'école? Certains y voient la preuve qu'elle préparait une fugue. D'autres estiment au contraire que c'est Florian qui aurait utilisé cette couverture pour dissimuler le corps. Chaque objet, chaque détail devient matière à interprétation, à fantasme, à reconstruction narrative. La police, de son côté, maintient fermement sa position. Rebecca n'a pas fugué volontairement. Tous les éléments convergent vers un acte criminel commis dans l'appartement de Jessica, probablement par Florian. Mais sans corps, sans aveu, sans témoin, impossible de transformer cette conviction en accusation formelle. L'enquête est dans une impasse judiciaire, coincée entre des indices troublants et l'absence de preuves décisives. Les médias allemands comparent régulièrement le cas Rebecca à celui de Madeleine McCann, cette fillette britannique disparue au Portugal en 2007. Les deux affaires partagent des similitudes. Une disparition inexpliquée, une enquête médiatisée, des soupçons sur l'entourage proche, et surtout cette absence déchirante de réponse. Rebecca devient un symbole national, un visage qu'on ne peut oublier, une histoire qui obsède l'opinion publique allemande. Mais derrière le symbole, il y a une famille brisée, qui attend toujours des réponses. 6 ans après la disparition de Rebecca, le dossier reste officiellement ouvert, mais l'enquête marque le pas. Florian Haert n'a jamais été formellement accusé. Juridiquement, il est innocent. Mais socialement, médiatiquement, humainement, il reste le suspect principal. Ce statut ambigu empoisonne sa vie et celle de toute la famille. Jessica, déchirée entre son mari et sa sœur disparue, vit un cauchemar sans fin. La famille Rauch, et en particulier les parents Bernd et Brigitte, refusent de perdre espoir. Ils continuent de croire que Rebecca est vivante quelque part. Cette foi peut sembler irrationnelle, mais elle est aussi leur seule bouée de sauvetage. Accepter la mort de leur fille sans corps, sans funérailles, sans certitude,
est tout simplement impossible. Ils organisent régulièrement des appels publics, publient des avis de recherche, maintiennent les comptes de Rebecca actifs sur les réseaux sociaux. L'affaire a profondément marqué Berlin et toute l'Allemagne. Elle soulève des questions dérangeantes sur la sécurité des adolescents, même au sein de leur propre famille. Comment protéger nos enfants quand le danger peut venir de l'intérieur? Comment détecter les signaux faibles d'un drame en préparation? Les écoles, les services sociaux, les associations de protection de l'enfance se sont emparées du cas Rebecca pour sensibiliser le public. Les enquêteurs, malgré leur frustration, n'abandonnent pas. Chaque année, de nouvelles technologies d'investigation criminelle apparaissent. L'analyse ADN progresse, les techniques de géolocalisation s'affinent, les outils numériques évoluent. La police espère qu'un jour, une avancée scientifique permettra de résoudre l'énigme. En attendant, le dossier reste sur un bureau, quelque part dans les locaux de la police berlinoise, prêt à être rouvert au moindre indice nouveau. Florian Aert, lui, vit dans l'ombre de cette accusation non formulée. Il n'a jamais été condamné, mais il n'a jamais été vraiment innocenté non plus. Sa réputation est détruite. Son couple avec Jessica a-t-il survécu à cette épreuve? Les informations à ce sujet restent floues, la famille ayant choisi de protéger sa vie privée face à l'acharnement médiatique. On sait seulement que Florian continue de clamer son innocence, mais que les soupçons ne le quittent jamais. Les années passent, mais l'affaire Rebecca Rösch reste dans la mémoire collective allemande. Elle est régulièrement évoquée dans les émissions de télévision, les podcasts de True Crime, les forums en ligne. Chaque nouveau détail, chaque rumeur, chaque théorie est disséquée, analysée, partagée. Cette attention médiatique constante est une arme à double tranchant. Elle maintient la pression sur les enquêteurs, mais elle alimente aussi la machine à fantasmes et à fausses pistes. Des similitudes troublantes émergent avec d'autres affaires non résolues à travers le monde. Le cas de Maura Murray aux États-Unis, celui de Madeleine McCann, celui de Lars Mittank en Bulgarie. Dans tous ces dossiers, on retrouve les mêmes ingrédients. Une disparition soudaine, des indices contradictoires, des suspects probables mais jamais condamnés. Et surtout cette absence insupportable de corps. C'est ce que les anglo-saxons appellent un cold case, une affaire froide qui refuse de se réchauffer. Psychologiquement, l'impact sur les proches est dévastateur. Le deuil blanc, cette incapacité à faire le deuil d'une personne disparue sans certitude de sa mort, est reconnue par les psychologues comme l'une des épreuves les plus difficiles à surmonter. La famille Rösch est prisonnière de ce limbe émotionnel, coincée entre l'espoir et le désespoir, entre la vie et la mort. Chaque anniversaire, chaque fête de famille, chaque moment de joie est teinté de l'absence de Rebecca. Les réseaux sociaux qui avaient été le terrain de jeu de Rebecca sont devenus des lieux de mémoire virtuels. Des comptes hommages se sont créés, des hashtags circulent régulièrement, des montages photos et vidéos célèbrent son souvenir. La communauté K-pop, dont Rebecca faisait partie, s'est mobilisée à plusieurs reprises pour relayer les appels à témoins. Cette solidarité numérique, aussi touchante soit-elle, n'a jusqu'ici produit aucun résultat concret. Techniquement, Rebecca aurait aujourd'hui 21 ans. Elle serait peut-être à l'université, peut-être en train de construire sa vie d'adulte. Mais au lieu de cela, elle reste figée à jamais dans l'image de cette adolescente de 15 ans au sweatshirt BTS, souriant sur une photo Snapchat. Son visage est devenu iconique, symbole de toutes les disparitions inexpliquées, de toutes les familles brisées, de toutes les questions sans réponse. L'affaire Rebecca Rösch n'est pas seulement une enquête criminelle, c'est devenu une tragédie nationale. 6 ans après sa disparition, Rebecca Rösch reste introuvable. Aucun corps n'a été découvert, aucune preuve décisive n'a émergé, aucun suspect n'a été condamné. Florian Aert demeure l'homme le plus soupçonné par la police, mais juridiquement innocent. Les théories continuent de circuler, de la fugue volontaire au crime familial, en passant par l'enlèvement par des inconnus. La vérité, elle, reste enfouie quelque part entre Berlin et la frontière polonaise, ou peut-être ailleurs, dans un lieu que personne n'a encore imaginé. Cette affaire nous rappelle la fragilité de nos certitudes et la complexité des enquêtes criminelles modernes. Sans corps, sans aveu, sans témoin direct, même les soupçons les plus forts restent insuffisants devant la loi. La famille Rösch continue d'espérer, de chercher, de refuser l'oubli. Rebecca n'est pas qu'un dossier froid dans une armoire de police. Elle est une fille, une sœur, une amie, une présence qui manque cruellement à ceux qui l'ont aimée. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Florian Aert soit coupable? Croyez-vous à une autre explication? Partagez vos théories en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres affaires fascinantes et troublantes. Et si vous avez des informations sur cette affaire, contactez les autorités allemandes. Peut-être que votre témoignage sera celui qui résoudra enfin le mystère Rebecca Rösch.